Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2686 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 23 novembre avec des anniversaires et tout d'abord celui de James Maddison. Le joueur de Tottenham, il fête aujourd'hui ses 27 ans. À noter qu'il fait un énorme début de saison, l'ancien joueur de Leicester. Vraiment une grande réussite du côté des Spurs, enfin pour l'instant. Il y a aussi Boubacar Kamara, le joueur français de l'équipe de Aston Villa, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Ou Roger Ibanez, défenseur du côté de Al Ahly, ancien joueur de l'AS Roma, il fête aujourd'hui ses 25 ans. On continue, on va parler de ce qui s'est passé hier soir, mercredi, parce qu'il y avait quelques rencontres, c'est que la trêve internationale est finie, mais il y a quelques compétitions comme la Coupe du Monde U17 et l'équipe de France se jouait hier son 8e de finale contre le Sénégal. Et donc déjà ça s'est fini à 0-0 et ça s'est joué au tir au but. Et c'est un événement parce que l'équipe de France a gagné un match au tir au but. On sait que la France tir au but c'est une catastrophe, que ça soit l'équipe de France masculin, les filles qui avaient perdu lors de la dernière Coupe du Monde lors d'une séance de penalty. Là cette fois-ci victoire de l'équipe de France 5-3. Ils ont marqué tous leurs tirs au but contre 3 inscrits pour le Sénégal et du coup l'équipe de France se qualifie pour les quarts de finale. Donc les statistiques de la rencontre, donc ça a été un match ultra serré, parce que ça s'est fini à 0-0, 9 tirs pour le Sénégal, 8 tirs pour l'équipe de France, donc la France un peu plus précise, 4 tirs cadrés pour les Français, 2 tirs cadrés pour le Sénégal et du coup 0-0 et du coup ça a dû se départager lors de la séance des tirs au but. Donc il y a eu un raté seulement lors de la séance, un joueur sénégalais et du coup côté français, tout le monde a réussi à marquer son tir au but. Et à noter les gars que l'équipe de France, c'est vrai qu'ils ont pris des tirs au but hier, mais l'équipe de France en ce début de Coupe du Monde, il y a eu 4 matchs, donc les 3 matchs de poule et un match, le 8e là, aucun but encore encaissé. Donc infranchissable, depuis le début du tournoi, la France n'a toujours pas encaissé le moindre but lors de cette Coupe du Monde U17. Félicitations bien sûr aux Bleus, je crois qu'ils ont 7 buts inscrits depuis les matchs de poule pour 0 but encaissé. Du coup, qualif pour les quarts de finale. Et le joueur du match, le gardien de l'équipe de France, donc il s'appelle Paul Harnais, je ne le connais pas, mais bon, on va certainement connaître très prochainement. Donc c'est incroyable, je suis très heureux, je suis le plus heureux, sauver mon équipe comme ça, lors de la séance des tirs au but avec un arrêt. C'est un moment inoubliable, surtout en Coupe du Monde et en 8e, la victoire était importante avant de commencer la séance de péno. J'ai dit à mes coéquipiers, je ne veux pas partir du tournoi maintenant, on ne va pas perdre, je vais vous en sortir un et après, il faut tout pour marquer. On va gagner, on l'a fait. Franchement, c'est incroyable, voilà ce qu'il a pu dire à la fin du match. Et surtout après cette qualif, on peut dire, pour l'écart. Et concernant le coach du Sénégal, il a dit on félicite l'équipe de France qui mérite sa victoire. Nous aussi, on méritait, surtout si on voit l'ensemble des occasions qu'on s'est créées. On avait largement la chance de passer, mais on a manqué d'efficacité aujourd'hui. On aurait pu les assommer. Malheureusement, le but n'a pas voulu arriver. C'est vrai, bon, j'ai pas vu le match, je vous cache pas, mais je crois qu'il y a eu quand même pas mal d'occasions, même si les stats, on peut voir que c'était plutôt serré. Je crois qu'ils ont eu quand même des grosses occasions très franches. Le Sénégal, ils auraient pu mériter mieux. Mais bon, c'est la France qui passe. Et du coup, on les félicite bien sûr, cette sélection sénégalaise pour cette Coupe du Monde U17 où ils ont atteint quand même les 8e de finale. Il y avait un autre match hier, un autre 8e de finale. C'était entre l'Angleterre et l'Ouzbékistan. Et grosse surprise vu que les Anglais éliminaient, une défaite 2-1 contre l'Ouzbékistan. On peut voir les stats de la partie. Donc l'Angleterre, c'est plus de 21 tirs, 10 tirs cadrés pour un but marqué, 9 arrêts du gardien de l'Ouzbékistan. Alors que l'Ouzbékistan, c'est 6 tirs cadrés pour 2 buts inscrits. Ils ont été beaucoup plus efficaces que les Anglais et du coup l'Ouzbékistan se qualifie et ça sera le futur adversaire de l'équipe de France. Donc le match est prévu samedi à 9h30 du matin. Voilà, ça sera un quart de finale. Donc l'équipe qui gagnera ira en demi-finale de la Coupe du Monde. Donc peut-être tout simplement l'équipe de France. Et sinon, on peut voir les autres affiches, les gars. Donc il y aura un gros match, les gars. Le Brésil contre l'Argentine, ça va s'affronter en quart de finale. Il y aura un Espagne-Allemagne, il y aura un France-Ouzbékistan et un Mali contre le Maroc où il y aura une équipe africaine. Ça peut faire un France-Maroc. Pourquoi pas en demi-finale comme ça avait été le cas lors de la Coupe du Monde il y a à peu près un an. Donc voilà le tableau et ça peut faire potentiellement, on peut voir peut-être la France, moi j'espère que la France ira au bout. Ça peut faire un France-Brésil, un France-Argentine, un France-Allemagne ou un France-Espagne. Si la France bien sûr va au bout. Donc voilà, cette Coupe du Monde U17 qu'on parlera bien sûr avec les futures rencontres quand elles se joueront. On continue les gars avec une autre catégorie de jeunes, c'est la Youth League, donc la Ligue des Champions Juniors. Et l'équipe de Nantes jouait du côté de Helsinki. Et donc du coup ils ont perdu les Nantais, mais au match aller ils avaient gagné 1-0. Donc là pareil, 1-0 pour Helsinki. Du coup ça s'est joué également au tir au but. Et là aussi victoire au tir au but de l'équipe française. Donc le FC Nantes s'impose 4-3 au tir au but contre Helsinki. Et du coup le FC Nantes se qualifie. Donc tout d'abord on peut voir les statistiques
de la partie. Et du coup, c'est une première dans leur histoire parce que se qualifie pour le tour suivant. Je crois que c'est les 16e de finale de la Youth League. Donc, félicitations à cette équipe. En gros, c'est le centre de formation, en gros, hein, pour aller rapidement, le centre de formation du FC Nantes. Il y avait aussi de la Ligue des Champions féminine hier et on va parler de Lyon après avoir passé 9-0 la semaine dernière au Slavia Prague. Ils ont gagné 2-0 hier, c'était contre qui? Contre Polten. Saint-Polten, je ne sais même pas où c'est. Bref, Saint-Polten, les gars, c'est 0 tir cadré dans le match. Lyon, c'est plus de 35 tirs, 11 tirs cadrés pour 2 buts et 9 arrêts quand même de la gardienne de Polten. Sinon, le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Et voilà, Lyon s'impose facilement 2-0. Et dans l'autre match, Brandt s'est imposé 1-0 contre le Slavia. Donc, Lyon déjà en tête avec Brandt, qui est leur futur adversaire. Les deux équipes ont 6 points. Donc, voilà, Lyon déjà quasiment qualifié pour la suite de cette Ligue des Champions féminine. Et dans l'autre poule, parce qu'il y a un autre groupe qui se joue hier. Donc, le Benfica va avoir pris 5-0 la semaine dernière. Ils ont gagné 1-0. Hier, le FC Barcelone féminin, hein, l'équipe qui a gagné la dernière Ligue des Champions s'est imposée 3-1 du côté de Francfort. Donc félicitations bien sûr aux joueuses du FC Barcelone, encore les grandes favorites avec tête Lyon pour gagner bien sûr hein, cette Ligue des Champions féminine. Et le Barça en tête avec 6 points devant Francfort 3 points, Benfica 3 points et Rosengard 0 points dans ce classement. Voilà. On continue avec le programme. Aujourd'hui, la Ligue des Champions féminine, parce qu'il y a deux autres équipes françaises, les deux équipes de Paris. Donc le Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich, c'est aujourd'hui à 18h45. Je crois que le match en plus, je ne sais pas s'il se déroule au Parc des Princes, vu qu'il y a le match quand même demain PSG Monaco. Parce que normalement, les filles, souvent, elles jouent au Parc des Princes, le match de LDC. Donc je ne sais pas, donc c'est pour ça que je vais rien dire. Mais une chose qui est sûre, c'est que c'est aujourd'hui à 18h45. Et le Paris FC contre Chelsea, a noté que le PSG et le Paris FC se sont inclinés lors du premier match. Hein. Le Paris FC avait perdu, c'était contre qui? Contre Aken, oui c'était ça. Et le PSG avait perdu contre l'Ajax. Donc c'est pour ça que les deux équipes de Paris doivent absolument s'imposer aujourd'hui pour bien sûr pour avoir l'espoir de se qualifier pour la suite de la compétition. On va parler aussi d'un match de Coupe du Roi qui avait lieu hier soir. Hein, et c'est l'équipe de Villarreal qui a failli passer à la trappe. Hein. Ils jouent contre Zamora, une équipe de 3e division espagnole. Ils ont eu très chaud. Bon, ils se qualifient, mais ils ont eu très chaud. Pourquoi? Parce que l'équipe de Zamora, une équipe de 3e division, menait 1-0 jusqu'à la 87e minute de jeu. Donc du coup, voilà, c'était bien parti pour eux pour se qualifier. Mais Morales égalise côté Villarreal 88e. Du coup, ça part en prolongation. Et Morales, de nouveau, doublé pour lui. Il inscrit en prolongation un but à la 96e minute de jeu. Après, le score ne bouge plus. Hein. Et du coup, victoire 2-1 de l'équipe entraînée maintenant par Marcelino. Je ne sais pas pourquoi il s'est joué hier. Hein. En plus, on était quasiment en trêve. Là, je ne sais pas pourquoi il s'est joué hier directement ce match. Peut-être c'est un match en retard. Peut-être c'est un match d'avant, j'en sais rien, mais voilà, c'était le seul match hier de Coupe du Roi qui s'est joué avec la qualification de Villarreal. Donc voilà les stats de la partie de cette rencontre. On continue les gars avec quelques autres infos. Donc on peut voir les deux affiches des deux demi-finales en gros concernant la Nation League CONCACAF, donc sur le continent nord-américain. Donc tout d'abord les États-Unis contre la Jamaïque et le Panama contre le Mexique. Donc on pourrait voir une affiche qu'on voit souvent en plus du côté du continent nord-américain, peut-être une finale entre les États-Unis et le Mexique. Voilà, donc voilà, parce que c'est les deux demi-finales. On continue, on va prendre la direction cette fois-ci du continent africain. Et on sait que la trêve internationale de 2023, c'est fini. N'oubliez pas que, par exemple, pour l'équipe de France, prochaine trêve, ça sera au mois de mars, mais pas du côté de l'Afrique, parce que la prochaine trêve, ça sera en janvier avec la CAN 2024. Donc voilà, d'ici à peu près un mois et demi. De nouveau, il y aura des matchs, là en plus des matchs hyper importants. Et pour revenir sur ce qui s'est passé là pendant cette trêve internationale, donc les nations ayant remporté leurs deux premiers matchs de qualification à la future Coupe du Monde 2026. Donc la Tunisie, Égypte, Algérie, Côte d'Ivoire, Gabon, la Guinée équatoriale et les Comores ont gagné leurs deux premiers matchs. Sinon les autres équipes, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Cameroun, que ce soit c'est pas des autres équipes, elles ont toutes été au moins, elles n'ont pas gagné en gros leurs deux premiers matchs. Elles ont peut-être soit perdu un match, soit elles en ont gagné un avec un nul. Mais voilà, elles ont fait carton plein, 6 points pris dans ce début des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et concernant le Sénégal, Aliou Cissé a dirigé son 89e match avec le Sénégal. C'était un match nul, hein, c'était avant-hier. Donc en tout, son bilan, les gars, c'est 57 victoires, 20 nuls, 12 défaites. Mais surtout un gros trophée remporté, la Coupe d'Afrique des Nations. Donc ils vont remettre leur titre en jeu là dans quelques semaines. On revient les gars en Europe et on revient sur ce match de l'équipe de France contre la Grèce où il y a eu 2 partout où la France aurait dû gagner hein, parce que le ballon avait bien sûr franchi la ligne. Et pourquoi il n'y a pas de goal line technologie à Athènes? Donc voilà, pour l'UEFA, une politique à géométrie variable, hein, donc obligatoire dès la phase de groupe, par exemple en Ligue des Champions, même en Europa League. Hein. La technologie sur la ligne de but ne l'est pas encore pour les qualifications à l'Euro en gros, parce que c'est un montant. Hein, en gros, ça coûte cher tout simplement de mettre la goal line technologie. Donc en Ligue des Champions, tout ça,
Ils l'ont fait, donc l'UEFA a payé, mais pas encore pour les éliminateurs de l'Euro. Bon, ça arrivera très certainement dans le futur, mais pas pour l'instant. C'est pour ça qu'il n'y avait pas encore cette technologie dans le stade de Athènes. Et c'est pour ça que la France, du coup, n'a pas gagné le match, parce que normalement, les Bleus auraient dû gagner le match 3-2. Bon, bref, c'est comme ça. Et Jules Koundé, hier, il était sur l'émission, comment ça s'appelle, Click TV, c'est sur Canal+. Il est revenu par rapport à ce petit pont qu'il a pris sur le deuxième but grec. Il se fait complètement dépasser avec un petit pont. Il a dit c'est ce qui se passe quand on ne décide pas, quand on a deux idées en tête. Il savait pas trop ce qu'il fallait faire et du coup il n'y est pas allé vraiment franchement et du coup il a pris un petit pont. Et ce joueur là de la Grèce du coup a centré, ça a amené le deuxième but de la Grèce lors du match avant-hier. Donc voilà, il est revenu par rapport à ça. Jules Koundé, c'était une interview hier soir. On continue, regardez le tableau des barrages pour l'Euro 2024 parce qu'on sait qu'il n'y a plus que 3 tickets à prendre. Bah voilà, en gros il y aura 3 tableaux, celui-là et celui-là, et on peut voir par exemple Pologne-Estonie, ça sera le 21 mars et le match, le gagnant jouera soit contre l'équipe galloise, soit contre Finlande, Ukraine, Islande, ça reste encore défini. On peut voir aussi la Ligue B et la Ligue C, donc en gros les équipes qui gagneront, c'est comme des demi-finales. L'équipe gagnera en gros la finale, ils auront tous leurs tickets, donc 3 tickets pour 12 équipes encore engagées, on va dire, lors de ces barrages. Et concernant la Grèce, tiens, ils joueront contre le Kazakhstan. Je parle de la Grèce vu qu'on parlait d'eux là juste avant, vu que ça a été le dernier adversaire des Bleus. Et concernant l'Euro qui commence dans à peu près 7 mois, ça va commencer au mois de juin, juillet à peu près, comme d'habitude. Donc après une édition éparpillée en 2021, on se souvient que ça se joue un peu partout. En 2021, c'était joué en Hongrie, ça se jouait partout, au Royaume-Uni, c'était joué en Italie. Des stades un peu partout, donc là ça va être seulement en Allemagne et je trouve que c'est mieux que ça soit une Coupe du Monde où pour moi 1 euro ça doit se jouer seulement dans un pays, comme ça a été le cas par exemple la Coupe du Monde 2018 en Russie. Je trouve que c'est un peu nul quand c'est dans plein de pays, bon c'est comme ça, bref. Donc regardez où se joueront les matchs, donc je sais pas si peut-être vous comptiez aller voir des matchs, qu'il y en a qui sont pas très loin de la France. Si vous habitez en France par exemple, Stuttgart, c'est vrai que Stuttgart les gars c'est pas loin de la frontière française. Francfort à la rigueur aussi c'est pas très loin, il y aura des matchs bien sûr du côté de Francfort, il y aura des matchs à Berlin, il y aura des matchs dans le stade du RB Leipzig, il y aura des matchs dans le stade de l'Allianz Arena, bien sûr le stade du Bayern Munich ou même à Hambourg, donc on peut voir où il y aura des matchs de cet Euro l'été prochain. On revient les gars, un an jour pour jour en arrière, c'était le 23 novembre 2022 et l'Espagne infligeait une correction monumentale 7-0 au Costa Rica pour son entrée pour la Coupe du Monde 2022. Donc l'Espagne avait monopolisé le ballon avec 81% de possession de balle. L'Espagne avait été ultra réaliste, Keylor Navas encaissait 7 buts en 7 tirs cadrés. Même moi j'aurais gaulé du Costa Rica, j'aurais fait peut-être mieux, pas pire parce qu'il a fait au Canaret. Donc peut-être j'aurais fait aussi également au Canaret, j'aurais fait pareil que lui. Mais regardez, ces stats folles les gars. 16 tirs, 7 tirs cadrés pour l'Espagne, 7 buts encaissés. Donc c'était un an jour pour jour tout simplement. On peut voir le 23 novembre 2022. Donc après on sait que l'Espagne avait galéré quand même à se qualifier parce que les matchs après avaient été un peu compliqués. Du coup voilà, c'était un an jour pour jour ce match mythique. On revient aussi sur le match entre le Brésil et l'Argentine qui a été très très chaud. En plus là, il y en a encore un qui est en perspective avec la Coupe du Monde du 17, le quart, bref. Donc sur le match où l'Argentine s'est imposée, donc Rodrigo a traité Léo Messi et De Paul de lâches lors de Brésil-Argentine et la réponse de Rodrigo De Paul: l'histoire n'est pas écrite par des lâches. Voilà ce qu'il a pu dire Rodrigo De Paul à Rodrigo, le joueur brésilien, et c'était très chaud. Regardez par exemple une photo là de Rodrigo, un coup il a essayé de passer, puis il y avait 3 joueurs sur lui, Molina, il y avait Rodrigo De Paul et je sais pas c'est qui, peut-être Lo Celso, je sais pas, j'arrive pas trop à voir. Donc voilà, les 3 étaient en cisaillé on peut dire le joueur Rodrigo. Et quand Rodrigo De Paul fête la victoire de l'Argentine face à Fernando Diniz, le coach du Brésil cette nuit à la fin du match, donc il était très content Rodrigo De Paul, on peut voir qu'il a célébré juste devant le coach du Brésil qui venait de perdre bien sûr cette rencontre. Et Jérôme Roten hier, dans son émission Roten sans flamme, donc il détruit totalement Léo Messi, Rodrigo De Paul ou même l'Argentine. Donc il tacle il fracasse Léo Messi et tacle son comportement depuis que lui et ses coéquipiers sont champions du monde. Donc il a dit Jérôme Roten, ils sont champions du monde et on les félicite pour ça. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la meilleure équipe du monde. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont champions du monde et je les félicite, mais ils sont loin d'être les meilleurs à leur poste. Par contre, au niveau du comportement, ils sont numéro 1 pour se prendre pour d'autres.
à commencer par la star de cette équipe, donc Léo Messi. Lui, maintenant qu'il est champion du monde et depuis 2 ans qu'il s'est bien reposé au Paris Saint-Germain pour la Coupe du Monde, il avait une image d'un garçon attachant, mais là il est passé de l'autre côté car il est rattrapé par la patrouille et sa vraie personnalité ressort tout simplement. Aujourd'hui on ne peut plus le toucher. Dès qu'il prend un coup, il fait la réflexion qu'il a fait la nuit dernière à Rodrigo en disant moi je suis champion du monde maintenant, on ne peut même plus le chambrer par la parole alors que ce sont les premiers à le faire. Alors voilà ce qu'il a pu dire Jérôme Roten dans son émission Roten sans flamme, où de temps en temps je vous dis des déclarations qu'il a dit. Donc voilà, en gros ils ont pris la grosse tête tout simplement du côté de l'Argentine, voilà, pour aller grosso modo d'après les propos de Roten. Donc voilà ce qu'il va dire concernant les deux là, puis la sélection argentine. On continue les gars, on va parler du meilleur buteur. Parce qu'il y en a 4, donc il y a Haaland, Harry Kane, Mbappé et Ronaldo, Cristiano Ronaldo, qui peuvent finir meilleur buteur de l'année. Qui finira? On peut voir le programme de chacun pour la fin de saison, enfin la fin d'année plutôt 2023. Donc Haaland pour l'instant le mieux placé, pourquoi? Parce qu'il est déjà 48 buts en 2023, il reste tout ça comme match, c'est beaucoup jusqu'à la fin d'année, il reste un mois de match. Regardez toutes les rencontres, donc Liverpool, Leipzig, Tottenham, Aston Villa, Luton, Belgrade, donc ça sera un match de LDC, Crystal Palace, le trophée, la Coupe du Monde des clubs bien sûr, Everton et Sheffield United. Donc voilà le gros programme des matchs avant la fin de l'année 2023 pour Erling Haaland. Donc on pense bien sûr qu'il peut marquer pas mal de buts, surtout que le qui est au même niveau que lui, 48 buts, c'est Harry Kane, mais il a moins de matchs à jouer. Donc s'il a moins de matchs à jouer, c'est-à-dire qu'il a moins de chances de marquer des buts par rapport à Haaland qui a plus de matchs à jouer. Donc Harry Kane, on peut voir le programme jusqu'à la fin de l'année. Concernant Ronaldo, 46 buts. Donc lui aussi, un peu comme Haaland, il a pas mal de matchs à jouer, mais pour l'instant, il a 2 buts en moins par rapport à Erling Haaland. On peut voir le programme pour CR7 et le programme pour Kylian Mbappé jusqu'à la fin de l'année. Donc lui, il lui reste 7 matchs à jouer. C'est que c'est beaucoup moins. Ce sera compliqué pour Mbappé de finir meilleur buteur de l'année parce qu'il a moins de matchs à jouer, donc moins de chances de marquer. Donc voilà, il y aura Monaco, Newcastle. À Monaco, c'est demain. Newcastle, ça sera mardi prochain. Le Havre, Nantes, Dortmund, Lille et Metz. Metz qui sera le dernier match du Paris Saint-Germain pour cette année 2023. Donc je pense que ça sera Haaland pour moi avec toute la série de matchs. Après, il faut noter que je crois qu'il est blessé actuellement Haaland. Donc je ne sais pas s'il sera disponible par exemple pour le gros match. N'oubliez pas qu'après-demain à 13h30 il y a un City-Liverpool samedi en début d'après-midi. On continue les gars, on va parler de lui, c'est officiel, le PSG lève l'option d'achat de Gonzalo Ramos, montant de la transaction 65 millions d'euros plus 15 millions de bonus parce que ce joueur était prêté par le Benfica au PSG, c'était un montage financier pour que le PSG ne puisse pas l'acheter direct mais l'acheter un peu plus tard et du coup voilà, c'est officiel, le PSG lève l'option d'achat et du coup il signe officiellement du côté du club parisien jusqu'au 30 juin 2028 Gonzalo Ramos. Voilà, le PSG a déboursé quasiment 80 millions d'euros sur Gonzalo Ramos et maintenant on peut dire que c'est officiel, c'est à 100% un joueur de Paris. Tiens, une question très intéressante de Football Log. Combien de matchs du championnat saoudien avez-vous regardé cette saison? Parce qu'on sait que le championnat saoudien a beaucoup recruté lors du dernier mercato. Donc si on fait le bilan quasiment 3 mois après, combien de matchs vous avez regardé? 0, entre 1 et 5. Après on peut voir chaque réponse. Plus de 5000 votes. Donc mettez votre choix en tête. Et la plupart ont mis 0 match. C'est vrai que moi aussi c'est ce que j'ai mis. On peut avoir 0 avec le petit truc à côté. J'ai regardé aucun match. C'est vrai que pourtant il y a quand même des grands joueurs qui sont allés là-bas. Mais voilà, ça ne m'intéresse pas. Peut-être un jour, mais pour l'instant c'est vrai que j'ai regardé aucun match. Et plus de 80%, c'est énorme quand même. On regardait aucun match. Il y en a qui ont regardé, 12% qui ont regardé entre 1 et 5 matchs. Peut-être un match ils ont regardé, puis après ils ont pu le regarder. Et seulement 3% pour arrondir, les gars, ont regardé plus de 15 matchs du championnat saoudien. Mais quand même plus de 80% ont regardé aucun match de ce championnat. Mario Balotelli, si je vais bien, je me considère toujours comme l'attaquant italien le plus fort. Je veux récupérer et jouer pour l'équipe nationale. J'espère toujours qu'on m'appelle. Voilà ce qu'il peut dire. Mario Balotelli, je ne sais même plus où il joue actuellement. Je crois qu'il jouait à l'époque du côté de la Suisse, là, Obsession. Je ne sais même plus s'il est encore là-bas. Je crois qu'il est reparti en Turquie. Et voilà, il dit que pour lui, c'est toujours lui l'attaquant italien le plus fort actuellement au monde. Donc on verra si Spalletti, le coach de l'Italie, l'appellera pour, par exemple, l'Euro l'été prochain. Tiens, toujours avec l'Italie. Donc on va parler de Naples. Donc le Napoli vient de faire un communiqué sur Twitter pour annoncer que l'opération du ménisque du genou droit de son président s'est bien passée comme si c'était un joueur parce qu'il s'est blessé et du coup il a été opéré. Ils ont mis un communiqué qui est relié au De Laurentiis. Donc le président a subi une intervention chirurgicale au ménisque. Tout s'est bien déroulé. Donc voilà, bon, tant mieux bien sûr. Donc, ils ont sorti ça comme si c'était bien sûr un footballeur du côté de Naples. La réponse de l'excellent Will Steele au sujet des polémiques autour du spectacle en Ligue 1 par rapport
rapport au peu de buts inscrits lors des dernières journées de Ligue 1. Donc il a dit c'est notre faute. Si on ne touche pas 3 fois les montants à Toulouse, donc il y a eu un partout le 22 octobre, c'est que Reims a touché 3 fois le poteau. Donc si ça aurait fait 3 fois poteau rentrant, les buts auraient été plus nombreux, on peut dire. Donc ça fait 3 buts en plus. Et si on ne gaspille pas toutes nos occasions contre Paris, défaite 3-0 le 11 novembre dernier où Donnarumma avait été énorme, ça fait peut-être 2 ou 3 buts de plus. On est aussi responsable, mais je pense que c'est juste un concours de circonstances. Ça produit un peu moins de spectacle. Pour ma part, je n'ai toujours pas l'intention d'attendre sur mes 16 mètres et de regarder les autres jouer. J'ai envie d'aller de l'avant, essayer de créer du danger. Même si on n'est pas toujours hyper efficace, on va essayer de rectifier le tir. Mais pour moi, pour l'instant, c'est plus un concours de circonstances qu'autre chose. Que voilà, les dernières journées de championnat français n'ont pas été bonnes, on va dire, en termes de buts inscrits. Nous, on se concentre sur ce qu'on peut gérer. Le plus facile à contrôler, c'est toi-même. Si tu mets assez d'intensité, de qualité dans ce que tu fais, tu mettras toujours l'adversaire en difficulté. Voilà ce que peut dire Will Steele. Et je pense que Will Steele, les gars, dans quelques années, il coachera. Reims, ça reste une belle équipe, mais vraiment, quand je parle d'une très grosse équipe, je parle vraiment d'une équipe qui peut viser, pourquoi pas, la Ligue des Champions. Voilà, je pense qu'il aura une équipe comme ça très prochainement. Le coach belge. On continue, les gars, avec regardez les maillots. Par exemple, tu as le maillot de Al Nasser, de Ronaldo, avec les couleurs du Portugal pour Ronaldo. Donc voilà le maillot Cristiano Ronaldo, le maillot du Real Madrid jaune avec les Brésiliens, le maillot de l'Inter Miami de Messi normalement rose, mais là de couleur bleue par rapport à l'Argentine. Là cette fois-ci Arsenal en bleu par rapport à William Saliba qui est bien sûr joueur de l'équipe de France. Nunez, les gars, donc Liverpool en bleu par rapport à l'Uruguay. Là la Juventus Turin avec le maillot américain des États-Unis qui est de couleur rouge et blanc. Donc là Naples avec le maillot de couleur vert par rapport au Nigeria. Là c'est comment dire, Leipzig avec Xavi Simons avec le maillot néerlandais orange, ou même le maillot blanc normalement de Tottenham de couleur rouge avec la Corée et celui de la Belgique, enfin dire les couleurs belges rouge du côté de Manchester City. Quelques photos, les gars, de temps en temps que je vous montre avec des maillots, on peut dire, différents. Les tarifs hallucinants mis en place par le club d'Angoulême pour la réception de Bordeaux lors du 8e tour de Coupe de France. Donc il y aura un Angoulême-Bordeaux, c'est prévu, on peut voir le 9 décembre prochain à 14h. Et il va falloir quand même débourser un gros montant, quand même à grande tribune, c'est-à-dire les mieux placés, 40 € quand même pour un match de Coupe de France, pour un 8e tour, ça reste très très cher. Petite tribune, c'est 25 et le tour du terrain, c'est 15 €. Donc voilà, ça sera cher. C'est vrai que des fois, ils abusent pas au niveau de prix, mais là, heureusement que c'est pas le PSG. Ça aurait été le PSG en face, ils auraient peut-être doublé, voire triplé le prix, bien sûr, pour cette rencontre. La déclaration qui interroge donc Anmar Al-Ali, le propriétaire d'Al-Ittihad, le club de Benzema et Kanté notamment. Donc il a dit: je suis resté silencieux, mais j'espère pouvoir répondre prochainement à ce qui s'est passé lors de la dernière semaine du mercato estival, donc l'été dernier, concernant Salah, Ramos et De Bruyne. Donc en gros, l'équipe de Al-Ittihad a essayé. On savait déjà que Salah, il avait été pisté, mais ils étaient aussi sur De Bruyne et Ramos. Et très prochainement, on va dire vraiment sur ce qui s'est passé, parce que Al-Ittihad voulait ces 3 joueurs-là lors de la dernière semaine de mercato. Du coup, ça s'est pas fait, vu qu'on sait qu'ils n'ont pas rejoint Al-Ittihad. Mais ils auraient pu avoir ces 3 joueurs-là, imaginez, avec Benzema, avec Kanté en plus, Fabinho. Imaginez l'équipe monstrueuse qu'ils auraient pu avoir, l'équipe saoudienne. Tiens, une bonne affaire, les gars, Doucouré. N'oubliez pas qu'il avait été acheté en 2018 par le Barça pour 4 millions €. Il avait été acheté, je crois, du côté de l'Uruguay. Et maintenant, son prix, il coûte à peu près 70 millions €. Bon, après, quasiment on va dire 18 fois plus cher, mais bon, le Barça ne souhaite pas le vendre, surtout qu'actuellement il est peut-être là dans le top 3 peut-être des meilleurs défenseurs au monde, mais voilà quand même la plus-value qu'ils peuvent faire s'ils veulent le vendre tout simplement à Rojo. Vincent Ibrahimovic, le deuxième fils de Zlatan Ibrahimovic, vient d'être appelé en sélection suédoise U16, on le félicite. Donc il évolue actuellement avec l'AC Milan au poste d'attaquant. Il a de bons gènes, c'est déjà un bon début, avec son père c'est Zlatan, donc on lui souhaite la même carrière tout simplement que son papa. Drôle de réaction de Gernot Rohr après le nul du Bénin face au Lesotho, c'était lors de la trêve. Donc il a dit: je crois qu'il y a des gens au pays qui font des gris-gris, il va falloir se renseigner, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un pour nous enlever cette poisse. À un moment donné, on avait l'impression qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait, mais la balle ne voulait pas rentrer parce qu'ils ont eu énormément d'occasions, le Bénin face au Lesotho, ils n'ont pas réussi à marquer, parce qu'en gros il dit qu'il y a peut-être des personnes qui ont envoyé un mauvais sort tout simplement à l'équipe de Bénin, et c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas réussi à gagner ce match il y a quelques jours. On va parler cette fois-ci d'Ismaël Benasser, nous a raconté sur Instant Foot ses premiers en sélection algérienne à l'époque, marqué par des instabilités à la tête de la fédération qui lui bloquait sa place d'office dans le 11 titulaire des Fennecs. Donc il a dit: en 3 ans
quand il avait rejoint l'Algérie, il y a eu 5 coachs différents. Donc voilà, c'est compliqué, hein, bien sûr. Hein. Donc les coachs en plus ne connaissaient pas les nouveaux joueurs de la sélection puisque j'étais personne. Hein. Donc j'étais frustré, j'avais la haine, je ne jouais pas. Tu connais comment c'est fatigant les voyages, mais j'ai fermé ma bouche. Hein. Il était quand même appelé en sélection, mais il ne jouait jamais. Et bon, il acceptait, il n'avait pas le choix de toute façon. Hein. Et donc il disait rien, il disait je fermais ma bouche. Sur tous les stages, je les mettais tous d'accord à l'entraînement. Pourtant l'entraînement c'était le meilleur, mais en match, il ne jouait pas. Enfin, c'est ce qu'il dit. Hein. Puis Belmadi est arrivé et est devenu sélectionneur de l'Algérie. Il m'a donné un petit peu, en gros, il a fait un petit peu jouer. Puis après, il a dit j'ai tout mangé, même la pelouse. Et en gros, c'est dire qu'après, en gros, il n'est jamais ressorti du 11 titulaire. Bon, on sait qu'il a été blessé là. Donc là, il revient à une blessure. Il va revenir très prochainement à la compétition. Mais on peut voir que Belmadi lui a donné sa chance. Et après, bien sûr, ça a été un titulaire indiscutable du côté de l'Algérie. Alexander Zverev, donc c'est un joueur de tennis. Hein, je pense que pas mal connaissent, hein, bien sûr, pour ceux qui suivent un peu le tennis. Donc paiera 9 000 € pour assister au voyage du Bayern Munich à Manchester, au match face à Manchester United. N'oubliez pas que là, il y a un Bayern Manchester United prévu là dans quelques jours en LDC. Et au banquet d'après-match, au traditionnel pour les matchs à l'extérieur en C1. Donc une somme qui servira à la cause d'une association pour enfants diabétiques. Parce que si vous payez un gros montant, vous pouvez être quasiment dans un staff. Et lui, vu que c'est un joueur allemand, il suit beaucoup le foot. Donc il suit le Bayern et il veut être présent pour ce match tout simplement. Donc il aura une place en loge, tout ça. Donc il va payer quand même 9 000 € pour être en loge, pour être dans le banquet d'après-match tout simplement. Voilà, manger peut-être avec les joueurs du Bayern parce que c'est un grand fan du Bayern Munich, hein, Zverev qui est un joueur de tennis allemand. Tiens, on va parler aussi de Haaland qui paiera lui 15 000 € en billets de train pour 200 supporters de son club d'enfance. Bryn FK où il a commencé sa carrière hein, quand il était tout jeune, les gars, il jouait à Bryn FK et pour la première fois depuis 2006 le club participe au barrage pour intégrer la première division norvégienne, donc ils vont jouer le barrage, donc c'est pour ça qu'il va payer beaucoup de billets pour que les supporters, enfin 200 supporters fassent le déplacement et aillent soutenir bien sûr cette équipe de Bryn pour essayer de monter tout simplement en première division norvégienne. On va parler de Florent Malouda, pas fan du nouveau Chelsea. Hein. Malouda, n'oubliez pas, c'est un très grand joueur de Chelsea. Il avait remporté la première LDC de l'histoire de Chelsea. Tiens, on peut le voir aussi avec Didier Drogba. Il a dit il faut du temps pour construire quelque chose, mais depuis la venue du nouveau propriétaire, hein, Todd Boehly, je ne vois aucune stabilité dans le club hein, de la part de la direction. Je ne veux pas parler des joueurs qu'ils choisissent. Ils ont leur propre processus, hein, parce qu'on sait que Chelsea, eux, ils recrutent vraiment en envoyant, on sait, beaucoup d'argent. Hein, Caicedo, Fernandez, hein, des joueurs à plus de 120 millions d'euros les deux. Donc voilà, il ne comprend pas tout ça. Hein. Il a dit, mais de la part de la direction, il n'y a pas encore de stabilité, aucune clarté. Je ne comprends pas le projet. Surtout, je pense que les joueurs ne le comprennent pas non plus. Donc voilà. Ce que peut dire Malouda par rapport à l'actuel Chelsea. Tiens, en parlant aussi de Chelsea, les gars, ça c'est une bonne nouvelle pour Chelsea aussi, pour l'équipe de France, parce qu'Nkunku de retour à l'entraînement, lui qui est blessé depuis il a joué aucune minute cette saison, il est blessé. Depuis le début de la saison, il a repris l'entraînement à Chelsea. On va peut-être enfin pouvoir le voir jouer. Bon, ça m'étonnerait là lors du match ce week-end parce qu'il revient à l'entraînement. Il a une grave blessure, donc d'ici peut-être 2-3 semaines, peut-être pour le Boxing Day, on pourra peut-être le voir. Christopher Nkunku, hein, c'est vrai qu'on se souvient de sa grosse saison à Leipzig, mais là, il a toujours pas joué. On espère qu'il revienne le plus rapidement possible et bien sûr à 100%. Asdin Onaï lui aussi a fait son grand retour à l'entraînement. Hein, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Il était blessé depuis quelques temps. Et la même chose aussi pour Luke Shaw. Après une blessure musculaire et une rechute, il a repris l'entraînement avec Manchester United. Donc voilà, 3 retours à l'entraînement, un à Chelsea, l'autre à Marseille et l'autre à Manchester United. Tiens, en parlant de Marseille, Mehdi Benatia arrive à Marseille. Donc il arrive exactement hier, mercredi soir à Marseille pour devenir normalement le directeur sportif de l'OM. Donc l'annonce officielle devrait intervenir aujourd'hui. Les ballons de la Ligue 1 et de la Ligue 2 qui seront utilisés ce week-end. Donc voilà le ballon de la Ligue 1 utilisé ce week-end pour les matchs dès demain lors du match PSG Monaco. Ça sera ce match-là et les ballons de la Ligue 2, enfin le ballon de la Ligue 2 qui sera utilisé pour toutes les autres rencontres. Et concernant un match de Ligue 2, donc c'est pas un derby, c'est pas le Classico, c'est Rodez, hein, le FC Annecy utilise son match face à Rodez avec de l'humour. Hein. On se souvient des incidents à Bordeaux et des 3 points sur tapis vert pour Rodez qui ont failli coûter le national à Annecy. Et du coup, Annecy, souvenez-vous, ils devaient descendre et du coup, ils étaient restés en Ligue 2. Pourquoi? Parce que c'était Sochaux, du coup, qui était en dépôt de bilan quasiment, du coup, qui était allé en national. Et du coup, ça avait sauvé Annecy. Et là, Annecy va affronter Rodez
par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. Donc c'est prévu le mardi 19 décembre 20h45 sera le dernier match en gros de cette année 2023 pour les deux équipes. Nagelsmann sur le carton rouge de Leroy Sané, il a dit Leroy s'est excusé auprès de l'équipe, ce qui était la meilleure chose à faire. Au bout du compte, ce n'était pas grand chose. Le geste de Philippe Mounet aurait également pu être sanctionné par un carton rouge. C'est ça le problème, cela ça prend avec le temps et avec un peu de vice. Il est victime d'une faute, lève la jambe et tente de donner un coup de pied à Leroy. Il ne le touche pas, mais Leroy perd la tête et nous avons pris un carton rouge. Donc voilà, par rapport à ce match amical entre l'Allemagne et l'Autriche, où Leroy Sané a pris un rouge comme lors d'un match amical, c'est plutôt moyen de la part du joueur du Bayern Munich qui sera du coup suspendu pour les prochaines rencontres de la Mannschaft. Luis Suarez élogieux envers son coéquipier en sélection Darwin Nunez. Il a dit j'ai devant moi l'un des meilleurs numéro 9 du monde, il faut le soutenir et profiter de son football. Voilà ce qu'il a pu dire. Suarez par rapport à Nunez, qui est un double buteur lors du dernier match, c'était contre la Bolivie pour l'Uruguay qui s'est imposé 3-0. On va parler aussi de la première sélection avec les Pays-Bas, c'était avant-hier pour Dalinga, un joueur de Toulouse qui a joué ses premières minutes contre Gibraltar. Ils ont gagné 6-0 les Pays-Bas. Quelle ascension cette saison pour l'attaquant du TFC. Donc regardez, il a obtenu un petit badge, un petit cadre là par rapport à ses premières minutes tout simplement du côté de la sélection néerlandaise. Donc maintenant pour lui, retour à Toulouse pour préparer le match là ce week-end. Victor Osimhen choisirait Chelsea plutôt que Tottenham s'il quittait le Napoli, parce qu'on sait qu'Osimhen, déjà c'était un joueur beaucoup pisté l'été dernier, par exemple le PSG le voulait, et c'est vrai qu'il a le choix et plutôt pour aller en première ligue, et Chelsea serait plutôt favori par rapport à Tottenham s'il venait à quitter l'équipe de Naples. Alan Virginius du LOSC est sur le départ cet hiver. Il pourrait être prêté à Fulham. Voilà, ce jeune joueur pourrait filer du côté de Fulham dès le mercato hivernal. La même chose pour Hugo Ekitike, lui aussi pourrait potentiellement quitter le PSG, pourrait rejoindre le Beşiktaş dans le cadre de la coopération entre le PSG et le club turc. Voilà, pourquoi pas partir en prêt jusqu'à la fin de la saison, parce que là du côté du PSG c'est toujours 0 minutes jouées pour Hugo Ekitike depuis le début de la saison. La Juventus souhaite se faire prêter Sancho au mercato d'hiver. Pensez-vous que l'international anglais retrouvera son niveau de son passage à Dortmund? Bon, ça on ne sait pas, mais je pense que ce serait mieux d'aller à Juventus jouer un peu que rester à Manchester où il s'entraîne avec le U23. Il peut même plus aller dans les installations de l'équipe première parce qu'il est complètement banni tout simplement Sancho. Donc oui, je pense qu'il pourrait être relancé par l'équipe de la Juventus. Manchester a voulu recruter Thomas Müller l'hiver dernier sur demande d'Erik ten Hag. Un nouvel essai en janvier est possible, mais Thomas Tuchel au Bayern ne souhaite pas se séparer de l'Allemand. Petit rappel, il est en fin de contrat en fin de saison et on peut voir que Manchester avait déjà essayé de le faire le coup l'hiver dernier. Ils vont peut-être essayer de renouveau faire le coup, tout simplement de s'offrir Thomas Müller pour la deuxième partie de saison. Tiens, en parlant toujours du Bayern, vu qu'on parlait de Thomas Müller, on va parler d'un joueur lui qui pourra arriver au Bayern. Donc le Bayern s'intéresse à Tomiyasu, donc défenseur japonais. Donc Arsenal ne souhaite pas le vendre pour le moment, mais le Bayern surveille la situation tout simplement de ce joueur qui peut jouer défenseur central ou même sur un côté, peu importe, un droit à gauche, il peut occuper les deux postes de latéral. Et un autre japonais, tiens, c'est Kamada, attire l'intérêt de l'Olympique de Marseille. L'OM pourrait tenter de le recruter cet hiver. Donc ancien joueur de Francfort, il a rejoint libre l'équipe de la Lazio. Il ne joue pas trop. C'est pour ça que Marseille pourrait essayer de l'avoir dès le mercato cet hiver. On va parler de Lyon, qui est le club de Ligue 1 qui donne le plus de temps de jeu aux joueurs de son centre de formation. Lyon, les gars, ils donnent plus de... Lyon, il y a des joueurs qui ont plus de 45,6%. Donc c'est Lyon, en gros, qui donne le plus de temps de jeu, on va dire, aux jeunes. Donc Rennes, c'est 30% et Montpellier, c'est 24%. On peut voir le reste. Voilà, des 18 équipes françaises. Donc par exemple, l'équipe de Marseille, les gars, c'est 0,0%. C'est 0% tout simplement. Aucun joueur du centre de formation de l'OM a joué moins une minute cette saison en Ligue 1. Alors que Lyon, les gars, il y a quasiment plus de la moitié des joueurs qu'on jouait, on peut dire, en Ligue 1. Vous vous souvenez de Lucas Mendes, 33 ans, défenseur central brésilien qui évoluait à l'OM entre 2012 et 2014. Donc après avoir passé des années dans le championnat qatari, le natif de Curitiba au Brésil, donc il est né au Brésil. Donc il a joué avant-hier son premier match avec le Qatar face à l'Inde parce qu'il a été naturalisé tout simplement, joueur qatari. Donc voilà, c'est le premier joueur naturalisé pour le Qatar depuis 2016 et Pedro Miguel à sa gauche. Voilà, bon, un joueur parce que la photo est coupée, il est juste à côté de lui, mais voilà, c'est un joueur de Marseille maintenant. Lucas Mendes est un joueur qui peut jouer avec le Qatar. On va parler de Neymar. Tiens, Luc Wattel, le maire de Bougival où habitait un certain Neymar lorsqu'il était au PSG, concernant les soirées du Brésilien, parce qu'à l'époque on entendait beaucoup de rumeurs que Neymar faisait souvent la fête. Bon, certainement, et il a dit pas tant que ça, donc des soirées il y en a eu, mais pas tant que ça. Il m'a surpris par sa discrétion. À son arrivée, on avait un peu peur de son comportement, mais finalement il n'a rien eu d'extraordinaire. Voilà ce qu'il peut dire le maire de Bougival
où habitait tout simplement Neymar. En gros, qu'il a fait quelques soirées, mais ça n'a pas été non plus, c'est pas parti, on va dire, en cacahuète tout ça. C'est plutôt bien passé, on va dire, hein, Neymar lorsqu'il habitait du côté de cette ville. Et toujours avec Neymar, et lors de son arrivée au PSG en 2017 pour 222 millions d'euros, Neymar souffrait d'une fracture de fatigue au 5e métatarsien de son pied droit. Ceci pour expliquer des blessures à répétition. Donc avancer que ces blessures sont liées à son hygiène de vie n'est ni juste ni exact, assure un ancien médecin de l'équipe de France. Donc en gros, Neymar quand il est arrivé, quand il avait signé au PSG en 2017, il est arrivé blessé tout simplement. Pourtant il avait fait la visite médicale, tout ça. Les médecins PSG, du Paris Saint-Germain ont peut-être vu qu'il était blessé, mais il avait quand même signé du côté du Paris Saint-Germain. Et c'est peut-être pour ça, après que toutes les années qu'on suivit, il a été souvent blessé au pied, au métatarse, parce qu'il avait souvent eu cette blessure, le genre Neymar. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui alors que la tenue d'un match amical entre l'Inter Miami et Al Nassr a été annoncée par les organisateurs. J'ai dit que ce match devait se jouer, voilà, regardez février, on peut voir l'annonce officielle, tout ça. En gros, le club de Léo Messi, donc l'Inter Miami, a démenti tout accord. Il a dit, une annonce a été faite affirmant que le club de Inter Miami devait jouer la Riyad Season Cup. C'est inexact en gros, c'est pas vrai. Donc après, bon, peut-être il y aura un accord peut-être dans le futur, mais pour l'instant, il n'y a pas de match en gros. On pourrait revoir Messi contre Cristiano Ronaldo. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure et à l'After Zap Imagé demain bien sûr pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à plus tard.